Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'ai sur mon bureau toute une série de documents sur le trading. C'est rempli de graphiques, on dirait des électrocardiogrammes, et d'acronymes un peu barbares, comme VOAP ou CVD. Oui, des noms qui font un peu peur au premier abord. Exactement. Et la mission, c'est de décortiquer tout ça, de comprendre comment certains traders essaient de lire le marché au-delà du simple prix. Et en lisant tout ça, il y a une question qui me revenait sans cesse. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'intention des acheteurs et des vendeurs? C'est la question à 1 million de dollars. La force brute derrière chaque mouvement, quoi. C'est ça. Et c'est tout l'objet de ce qu'on appelle l'analyse du flux d'ordre, l'ordre flow. C'est au cœur des sources qu'on a. L'idée, ce n'est pas juste de voir que le prix monte, mais de comprendre qui le fait monter, et avec quelques convictions. D'accord. Et pour ça, on va se pencher sur deux outils. Le premier, le VWAP, le Volume Weighted Average Price. Il faut le voir un peu comme le centre de gravité du marché sur une journée. Le centre de gravité, j'aime bien l'image. Et le deuxième, c'est le CVD, Cumulative Volume Delta. Lui, c'est un peu le tableau des scores dans un match entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. D'accord. Et notre but aujourd'hui, c'est de rendre ces concepts, qui peuvent paraître intimidants, vraiment accessibles et de montrer ce qu'ils révèlent. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par ce fameux centre de gravité, le VWAP. Dans les sources, on insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas juste une moyenne mobile comme les autres. C'est quoi la différence fondamentale? La différence, elle est énorme. Elle tient à un seul mot, le volume. Le volume. Une moyenne mobile simple, une SMA, elle prend tous les prix sur, disons, 20 minutes. Et elle en fait une moyenne. Chaque minute a le même poids. Le VWP, lui, il est beaucoup plus malin. Il regarde le prix, oui, mais il donne une importance bien plus grande au niveau où il y a eu énormément de transactions. Ah oui, d'accord. C'est comme un vote, si tu veux. La voix d'un niveau de prix où 1 million d'actions ont été échangées pèse beaucoup plus lourd que celle d'un niveau où il n'y en a eu que 1000. Ah, je vois. Donc le VVAP, il nous montre où le vrai business s'est fait, là où il y a eu un consensus massif. C'est pour ça que les institutions l'utilisent comme référence, Mhm. pour être sûr d'acheter à un prix considéré comme juste. C'est une excellente façon de le voir, oui. Pour un grand fonds, l'objectif n'est pas de trouver le point le plus bas, c'est d'exécuter un ordre de 50 millions d'euros sans faire bouger tout le marché. Le VWAP, c'est leur encre. D'accord. Mais pour le trader particulier, son utilité est un peu différente. Il devient une sorte de... De ligne de partage des eaux, C'est-à-dire... je vois dans les notes des stratégies de tendance. Si le prix est au-dessus du VWAP, les acheteurs dominent, en dessous les vendeurs. C'est aussi simple ça. C'est la lecture la plus basique, oui. Mais là où ça devient vraiment tactique, c'est quand on l'utilise comme un support ou une résistance dynamique. Un support dynamique. Imagine une tendance haussière. Le prix s'envole, puis il a besoin de respirer un peu. Il va souvent redescendre pour chercher une zone d'équilibre avant de repartir. Et cette zone, c'est très souvent le VWAP. Il agit comme un aimant, en quelque sorte. Exactement, comme un aimant ou un élastique. Les traders attendent ce pullback, ce retour sur le VWAP, pour chercher un point d'entrée. Mais alors, attendez, si je vois le prix exploser très très loin au-dessus du VVEAP, je dois me méfier. C'est un signe de force ou au contraire d'un mouvement qui est allé trop loin? Et voilà toute la nuance. Ça peut être les deux. Et c'est le VWAP qui danse le contexte. Si une résistance majeure est cassée avec un volume énorme et que le prix s'éloigne violemment du VWAP, ça peut être une nouvelle tendance très forte. D'accord. Mais si le prix dérive mollement, avec peu de volume, loin de son VWAP, alors là, il y a de fortes chances qu'il y revienne. Le VWAP, c'est la maison. Le prix part en balade, mais il a tendance à toujours vouloir y revenir. C'est très clair. Le VWAP donne le contexte, le juste prix. Mais pour en revenir à l'intention, il manque une pièce qui pousse. Et avec quelle force? C'est là qu'on passe au delta et au CVD, j'imagine. On y vient. Si le VWAP est le terrain de jeu, le delta et le CVD sont le ballon et le tableau des scores. Le delta, c'est très direct. C'est la différence entre les ordres d'achat au marché et les ordres de vente au marché. Un ordre marché, c'est un ordre agressif. C'est je veux acheter maintenant. Voilà. C'est la mesure de l'agressivité, de l'impatience. Un delta très positif, c'est une vague d'acheteurs pressés. Un delta négatif, une vague de vendeurs qui veulent sortir à tout prix. Ok. Mais une seule vague ne fait pas la marée. Et c'est là qu'intervient le CVD, le delta cumulé. Il additionne le delta seconde après seconde, toute la journée. C'est une ligne qui monte quand les acheteurs agressifs dominent durablement et qui descend quand les vendeurs prennent le dessus.
On ne regarde plus une seule bataille, on regarde l'issue de la guerre. Et c'est là que ça devient fascinant. Toutes les sources parlent de divergence. L'exemple qui m'a marqué, c'est la divergence haussière. Le prix continue de faire des plus bas, mais le CVD, lui, refuse de descendre. Il commence même à remonter. C'est complètement contre-intuitif. C'est un concept vraiment puissant parce qu'il montre ce qui se passe sous le capot. Comment c'est possible? Imagine, le prix baisse, mais le CVD stagne ou remonte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force agressive des vendeurs est en train de s'épuiser. Il n'y a plus de carburant. Source le résume bien, le prix a tendance à suivre le delta. Si le delta, via le CVD, change de direction avant le prix, c'est un signal précurseur très puissant. Ok, je crois que je saisis. Mais alors là, j'ai trouvé une pépite dans un des articles qui, je pense, change complètement la donne. Il parle de la possibilité de filtrer le CVD, de le décomposer en fonction de la taille des ordres. C'est bien ça? On peut séparer les petits traders des gros. Absolument. Et là, on touche au cœur du réacteur. C'est ce qui sépare l'analyse de surface de l'analyse professionnelle. On arrête de regarder le match dans son ensemble et on commence à regarder la performance de chaque joueur. C'est une autre dimension. Complètement. On peut littéralement afficher une ligne de CVD pour les traders qui passent des ordres de 1 à 5 contrats, et une autre pour ceux qui en passent plus de 100. Et les exemples qu'il donne sont juste hallucinants. Celui sur les futurs du Nasdaq. Le marché baisse fortement. Et que voit-on? La ligne de CVD des tout petits traders, ceux avec un ou deux contrats, qui monte. Oui, Ils achètent la baisse, massivement. Pendant ce temps, la ligne des gros volumes suit la baisse parfaitement. c'est le réflexe classique du ça a trop baissé, ça ne peut que remonter. C'est une stratégie qui marche jusqu'au jour où elle ne marche plus du tout, et on se retrouve à essayer d'attraper un couteau qui tombe. Et là, le graphique le montre en direct. C'est ça. On voit le smart money qui vend et les particuliers qui se placent en face, qui servent de contrepartie. Le constat est un peu brutal, hein. On voit clairement deux équipes qui ne jouent pas dans la même catégorie. C'est incroyable. Et l'autre exemple sur le Dogecoin est encore plus parlant. Après une hausse fulgurante, le prix se calme. Mais le CVD des petits traders, lui, continue de grimper en flèche. Ils achètent encore et encore. Oui, ils sont en plein FOMO, la peur de rater la suite. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le CVD global, ou celui des gros volumes, commence à piquer du nez. Ce qui veut dire, Ça veut dire que les gros portefeuilles qui ont initié la hausse sont en train de vendre, discrètement, leur position à la foule euphorique qui arrive en retard. C'est une vision fascinante et un peu cruelle de la psychologie des marchés. Le prix seul ne vous racontera jamais cette histoire-là. ça me fait penser à deux autres concepts que j'ai vus. L'absorption et l'épuisement. C'est lié, j'imagine. L'absorption, si j'ai bien compris, c'est quand on a un CVD qui monte en flèche, mais le prix, lui, reste bloqué. C'est exactement ça. L'analogie de la porte est parfaite. Vous voyez des centaines d'acheteurs agressifs pousser la porte de toute leur force. Le CVD monte, mais la porte ne bouge pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a un acteur invisible, un vendeur énorme avec un ordre passif qui retient la porte. C'est un signe qu'un mur défend un niveau. Et tôt ou tard, les acheteurs risquent de s'épuiser. Et l'épuisement, l'exhaustion, ce serait donc quand la porte arrête de bouger non pas parce qu'on la retient, mais juste parce que plus personne ne pousse. Précisément, le mouvement s'essouffle, le volume diminue, le CVD s'aplatit. Il n'y a plus de nouveaux participants pour alimenter la tendance. Et savoir faire la différence entre une pause, donc l'absorption, et la fin d'un mouvement, l'épuisement, c'est une compétence clé. Tout ça a l'air redoutablement efficace, mais ça me paraît presque trop beau. Il doit y avoir un piège, des limites techniques. On arrive au point le plus important et souvent le plus négligé. Les sources plus techniques, comme les forums de plateformes de trading, sont très claires là-dessus. La fiabilité de ces outils, surtout le CVD, dépend de manière critique de la qualité des données qu'on reçoit. De la qualité des données? On parle de données tick par tick, c'est-à-dire chaque transaction, une par une. Et quel est le problème avec ça? Le problème, c'est l'ordre dans lequel elles sont traitées. Imagine que 100 achats et 100 ventes arrivent à la même milliseconde. En direct, votre plateforme les traite dans un certain ordre, achat, vente, achat, achat, et le CVD calcule le score en suivant cet ordre. Ok. Mais quand vous rechargez votre graphique, la base de données historique vous renvoie ces 200 ordres, mais peut-être dans un ordre un peu différent. Pour le prix final, ça ne change rien. Mais pour le CVD, qui est cumulatif, c'est comme si le déroulé du match avait été réécrit. Ah, c'est fou. Donc, une divergence que je vois en direct
pourrait ne plus exister si je rafraîchis ma page une minute plus tard. C'est le risque. C'est un sacré piège à clics pour traders, comme vous dites. Et ça explique pourquoi des plateformes très populaires utilisent souvent des estimations pour le delta et que pour une analyse vraiment sérieuse, il faut des plateformes spécialisées, bien plus chères, qui garantissent la qualité de ces données. Je comprends mieux. C'est la plomberie invisible mais essentielle derrière toute cette analyse. Exactement. Sans ça, on risque de prendre des décisions basées sur des fantômes dans les données. D'accord. Alors, si on devait synthétiser pour que ce soit bien clair. Premier point, le VWAP. C'est notre boussole pour la journée, notre référence de juste valeur. Il aide à cadrer la tendance. C'est ça. Il donne le contexte. Ensuite, le CVD. C'est le sismographe de l'agressivité. Sans super pouvoir, ce sont les divergences. Quand le CVD ne confirme plus le prix, attention, danger. Oui, il faut être très attentif. Ça peut annoncer un retournement. Le point qui m'a le plus marqué personnellement, le filtrage du CVD par taille de transaction. C'est une fenêtre sur la psychologie des foules, pour voir si on est du même côté que les gros opérateurs. Ou si on est en train de leur servir de contrepartie. Voilà. Et enfin, le point qui ramène tout le monde sur Terre, la qualité des données RN. Ces outils ne sont pas magiques. Leur pertinence dépend entièrement de la fiabilité de la data. Il faut être conscient de ces limitations pour ne pas surinterpréter le moindre petit mouvement. C'est très clair. On a donc un indicateur de contexte, le VWAP, et un indicateur d'intention, le CVD. C'est une excellente conclusion. Et il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas des boules de cristal. Ils n'offrent pas des certitudes. Ils offrent des probabilités, une perspective. Ils permettent de passer de la simple observation du résultat, le prix, à une tentative d'interprétation du processus. On ne regarde plus seulement le score, on essaye d'analyser le jeu. Et ça me laisse avec une dernière pensée, une question qui sort un peu du cadre technique. Si les marchés sont de plus en plus scrutés, avec des outils aussi sophistiqués, qui prétendent lire l'intention, la psychologie des foules, est-ce que le trading ne devient pas une sorte de méta-jeu ? C'est une excellente question. Un jeu où le but n'est plus seulement d'analyser l'économie, mais d'essayer de deviner ce que les autres, et surtout leurs algorithmes, vont faire en regardant exactement les mêmes signaux que nous. Est-ce que ça ne change pas la nature même du marché, qui finirait par réagir non plus à la réalité, mais à l'image que ses propres indicateurs lui renvoient de lui-même ?